Bon, vous m'excuserez, il y a des traces de soleil sur mon doux visage puisqu'aujourd'hui il y a du soleil et je vais pas filmer dans le noir, voilà. J'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos qu'il me semblait important que les réalisatrices de films et de séries historiques comprennent que les costumes sont leurs amis et que, en plus de faire des costumes historiquement bons qui vont nous permettre de nous immerger dans leur histoire, ils peuvent également servir le propos de leur film. Ça me fait plaisir quand même des fois sur cette chaîne de ne pas rager, de ne pas être en colère, de ne pas râler et de montrer quand un artiste a véritablement compris ça. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors il faut savoir que je suis une mauvaise élève puisque jusqu'alors je n'avais regardé aucun film de Guillermo del Toro. Je sais, vous pouvez me huer et me maudire. Tout le monde me dit qu'il faut que je regarde Guillermo del Toro. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais pris le temps de le faire. Et quand je me suis retrouvée devant Netflix il y a quelques temps et que je suis tombée sur Frankenstein qui venait de sortir, je me suis dit, bien ma foi, c'est l'occasion. La bande-annonce m'avait plutôt plu. Guillermo del Toro, on m'en parle depuis assez longtemps. Je ne connais pas beaucoup l'histoire de Frankenstein. Donc, allons-y, regardons gaiement ces 2h30 de film. J'ai adoré. Pour moi, véritablement, c'est un film qui a une véritable volonté artistique et les costumes m'en ont mis plein les yeux. Je suis si heureuse de voir un réalisateur qui a compris que les costumes pouvaient servir son histoire et ses personnages. Les costumes ont été designés par Kate Hawley, qui est une costumière qui a déjà travaillé avec Guillermo del Toro, puisqu'elle a également réalisé les costumes de Crimson Peak, qui est un autre film du coup qu'il faut que je regarde. Si vous voulez que je fasse un jour une vidéo qui en parle, n'hésitez pas. L'ouvrage original, écrit par Mary Shelley, a été publié au début du 19e siècle, dans les années 1820, et ce n'est pas du tout le cadre historique du film, et c'est tout à fait assumé. Le film se passe dans les années 1850, donc c'est établi. On le voit aussi par rapport aux décors. Alors j'adore les décors dans ce film, gros big up à la chef décoratrice, puisqu'ils ont vraiment une ambiance particulière, et il y a plein de petits détails, et big up aux toilettes dans le film. Vous allez me dire, c'est bizarre. C'est la première fois que je vois des toilettes historiquement crédibles. Je me suis jamais posé la question dans les films et les séries, mais des fois dans les films, vous avez des scènes où les personnages, notamment là c'est des hommes, c'est souvent des hommes, se retrouvent dans des toilettes et ils discutent. Et là c'est le cas, mais du coup c'est des toilettes du 19e siècle. Et c'est génial, voilà, j'adore le genre de détails comme ça, moi ça me fait kiffer, voilà. Les silhouettes féminines sont vraiment on point, notamment parce qu'elles portent des crinolines, et là c'est tout à fait ok, les crinolines c'est clairement au cœur de la mode de cette époque-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la silhouette de la jupe, c'est pas juste on met la crinoline et la jupe elle tombe dessus. Non, on a vraiment cet effet où la jupe est un petit peu plus courte sur le devant, puisque la personne elle marche, et un peu plus longue vers l'arrière. Rien que ça, c'est un détail stylistique qui, moi, me plaît énormément, voilà. Et sinon, tout est assez rond. Les manches, les cols, les chapeaux. Elisabeth porte très régulièrement des chapeaux. Alors, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Nosferatu. On ne voit pas beaucoup les femmes porter des chapeaux dans ces époques-là, dans ces séries, ces films. Sachant que pourtant, les femmes dans ces années-là portaient beaucoup ce qu'on appelait les capotes. Oui, je sais, le nom est rigolo, d'accord ? C'est rigolo. Donc ces chapeaux avec une très très large visière, et là clairement Frankenstein embrasse à bras ouverts ses petits chapeaux et ses couvre-chefs, puisqu'il y a beaucoup de couvre-chefs visibles dans le film. Il y a aussi plein de petits autres détails, des tenues traditionnelles que j'avais pas remarqué au premier visionnage quand on est dans la maison d'enfance de Victor, les tenues des voyageurs en Arctique qui sont quand même assez legit, et même les figurants et les figurantes ont des tenues plutôt on point, et ça fait plaisir puisque en général on prête beaucoup plus d'attention aux costumes des personnages principaux et un peu moins aux personnages secondaires, ce que je peux comprendre pour des raisons budgétaires. Là non, en tout cas au niveau des silhouettes etc, c'est plutôt ok. Et moi ce que j'adore avec Guillermo del Toro et ce que j'adore avec Frankenstein, c'est l'usage de la couleur. Il faut savoir que la couleur dans ces époques-là était très présente. C'est pas comme aujourd'hui dans les fictions où c'est souvent du noir, du gris, du brun, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On osait mettre de la couleur, on osait associer des couleurs qui n'allaient
absolument pas ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le film, à la fois, il y a ce fait de retrouver beaucoup de couleurs, des couleurs très franches. Elisabeth porte du vert et du rouge et ça ne choque personne. Et en plus de ça, les couleurs pour Guillermo del Toro ont une vraie symbolique. Et moi, j'adore vraiment ce genre de détail qui est pour moi preuve d'une vraie volonté artistique derrière. Alors tout d'abord, on a le vert qui est porté majoritairement par Elisabeth et le réalisateur parle surtout du vert comme un écho à la nature et également aux batteries qu'utilise Victor pour créer sa créature et qui sont éteintes. Il y a également du bleu qui est pas mal utilisé pour certains personnages, je pense notamment au père de Victor et à Arbender. J'ai pas trouvé d'explication officielle. Moi, mon explication, c'est que c'est une couleur froide. Pour le père de Victor, pour moi, ça fait tout à fait sens. Mais c'est aussi une couleur opposée au rouge. Et le rouge symbolise Victor et sa mère. Ça, Guillermo del Toro l'assume et le dit dans plein d'interviews. Le rouge est le symbole de sa mère, c'est ce que sa mère porte au début du film. La seule couleur que l'on voit lors de l'enterrement de sa mère. Et à partir du moment où sa mère décède, Victor porte du rouge en permanence. Il a toujours un accessoire qui est rouge. Ce qui symbolise qu'il n'a pas rompu le lien avec sa mère. Donc il y a aussi ces fameux gants rouges qui symbolisent son lien avec sa mère et aussi qui symbolisent le sang, hein, évidemment les mains ensanglantées avec ce qu'il est en train de créer évidemment. Et également le rouge est porté par un autre personnage qui est Elisabeth, notamment au début du film, ce qui n'a rien d'étonnant puisque Elisabeth rappelle à Victor son lien avec sa mère. Et en plus, c'est joué par la même actrice. À moi, ça m'a vraiment retourné le cerveau quand j'ai appris que Mia Goth avait joué la mère et Elisabeth. On lui a juste rajouté des sourcils, c'est pas le même personnage. Un délire, vraiment, c'est incroyable. Petite transition, du coup, nous allons parler de Victor, tout d'abord, puisqu'il y a quand même des choses à dire sur ses costumes, qui représentent véritablement l'évolution du personnage dans l'histoire. Chose que j'avais déjà fait remarquer dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, je trouve que c'est hyper intéressant et intelligent d'utiliser ces costumes pour montrer l'évolution d'un personnage. En l'occurrence Victor, d'un personnage plutôt innocent, rêveur et qui veut faire des folies, à un personnage qui tombe dans la folie et dans l'horreur, tout simplement. Au début, Victor, il a des tenues très simples. Dans la scène où il doit convaincre les scientifiques que l'on voit dans la bande-annonce, les premières scènes qui avaient été montrées, c'est le seul qui a un col un peu dépareillé. Contrairement à tous les autres hommes dans l'assistance qui ont des cols très hauts, ce qui est d'usage à ces époques-là. J'en avais parlé d'ailleurs dans Nosferatu. Victor est le seul à ne pas avoir ça, avoir une chemise à moitié ouverte avec la petite cravate rouge qui va avec, évidemment. Et il a également une tenue très simple. Oscar Isaac, qui interprète Victor, interprète ça comme c'est son premier costume parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent et du coup il s'habille très simplement. En revanche, à partir du moment où il commence à gagner de l'argent, on sent que ses tenues deviennent un peu plus excentriques. Il porte un ensemble rayé à un moment du film qui est vraiment très marquant. Alors, il y a plein de choses qui ne sont pas historiques évidemment dans le film mais qui sont volontaires et qui sont en petites touches, petits détails que l'on voit pas forcément au tout début. Victor, par exemple, il porte ce chapeau qui est hyper excentrique, hein, qui n'a rien d'un chapeau haute forme que peut porter Arbender, par exemple. Et ses pantalons se finissent toujours en pantalon pas de def. Et c'est intéressant puisqu'en gros, ils ont conçu les costumes de Victor comme ceux d'une star, David Bowie, Jimi Hendrix, etc. Parce que pour Guillermo del Toro, Victor représente cet artiste un peu excentrique à côté de la bonne société qui, du coup, quand il commence à gagner de l'argent et à avoir une certaine notoriété, il commence à être un peu plus extravagant. Il exprime cela par ses tenues. Autre détail aussi qui est assez intéressant, il y a pas mal de choses qui rappellent le corps humain dans ce film et sur la veste que porte Victor avec ce fameux costume à rayés, il y a des espèces de branchages, de nervures qui rappellent le système nerveux que l'on voit au début du film. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment ce genre de petits détails que j'adore, vraiment que j'adore. Et puis sur la fin, au fur et à mesure que Victor tombe dans la folie, on sent que il a plus du tout ses tenues très travaillées et très apprêtées, et à la fin, il est carrément emmitouflé dans cet énorme manteau. C'est devenu un chasseur, et il chasse son monstre. En fait, il devient lui-même une créature un peu monstrueuse, il devient un peu sauvage, il se recouvre de fourrure, à l'inverse de sa créature qui, elle, au contraire, s'humanise. Et donc après avoir parlé de Victor, nous allons parler de ma partie préférée, Elisabeth, qui a des robes absolument incroyables, que ce soit au niveau du travail qui a été fait dessus, historiquement elles ont vraiment un sens, et en plus de ça,
Elles ont énormément de symbolique, elles représentent en fait plein de facettes du personnage, et ça pareil, j'adore. Alors, ce qui a beaucoup marqué les personnes qui ont regardé le film, c'est la première robe que porte Elisabeth dans le film, cette très grande robe bleue avec les plumes qu'elle porte sur le côté de son visage. C'est vraiment une très jolie robe, et en fait, ils ont passé des semaines à la réaliser puisque c'était très compliqué pour eux de trouver un bleu qui fonctionne bien avec la lumière, notamment la lumière des bougies, puisque Guillermo del Toro a prêté une grande attention à la lumière dans son film. Ils ont superposé plusieurs couches de gris, de bleu, de plein de couleurs pour avoir cette espèce de bleu assez particulier. Et alors, je disais tout à l'heure que le bleu était en opposition au rouge avec Arbender, etc. Alors certes, mais le bleu ici rappelle plutôt le merveilleux, la rêverie, le mystérieux, puisque c'est ce que représente Elisabeth pour Victor. C'est une femme qu'il vient de rencontrer, qui l'intrigue tout de suite. Et le bleu rappelle aussi les insectes, puisque Elisabeth est passionnée par les insectes. Donc ça, c'est rappelé par notamment le collier qu'elle porte, parce qu'il y a des petits scarabées dessus. Non mais vraiment, les détails qu'il y a, c'est incroyable. Et ces plumes qui la rendent un peu... Ces plumes-là rappellent un peu, oui, une créature qu'on rencontre. Et en plus de ça, historiquement, c'est tout à fait legit, puisqu'on retrouve ce genre de couvre-chef à ces époques-là. Alors, c'est pas des plumes, mais on retrouve ces couvre-chefs avec une symétrie de chaque côté du visage. Donc voilà, encore une fois, il allie historicité et symbolisme. J'adore. Ensuite, on a la fameuse robe verte d'Elisabeth. Alors, le vert qui est forcément en lien avec les insectes, encore une fois, puisqu'on la voit, elle est en train de manipuler un insecte, elle a un dessin d'insecte devant elle. Donc, elle a ces espèces de dessins en forme de malachite, je ne sais plus comment ça se dit, sur sa robe, qui rappelle un peu ce milieu scientifique, géologique, insectes, tout ça, parce que c'est ce qui la passionne. Et aussi, c'est la lumière de la radioactivité. Tout cet ensemble rappelle un peu les sciences, finalement, c'est ce dont parle le film. Autre détail qui va aussi dans ce sens, encore une fois, référence au corps, ce sont les lacets qu'il y a derrière sa robe, c'est très joli. Et ils sont très visibles et c'est tout à fait volontaire, ça rappelle un peu la colonne vertébrale. Tout ça, encore une fois, va dans le sens d'une Elisabeth créature, une personne qui n'est pas vraiment du monde normal, qui n'est pas dans la normalité, c'est pas effectivement une femme de son époque, une femme où on sent qu'on veut lui dire, voilà, tu es l'épouse d'un tel, etc. Et d'un autre côté, elle est passionnée par les sciences, par l'anatomie, elle est vachement adepte de ce que fait Victor, alors que globalement, ça repousse un peu tout le monde. Elle est fascinée, elle est très curieuse, et donc elle est un peu toujours à côté du monde qui l'entoure. Et alors c'est d'autant plus vrai avec la robe qu'elle porte lorsqu'elle rencontre la créature. Alors là, on a des descriptions très précises de la volonté du réalisateur et de la costumière, de comment ils ont fait cette robe. Il y a énormément de travail qui a été établi derrière. Donc déjà la robe, historiquement, encore une fois, très crédible. Elisabeth porte encore une fois une capote, elle porte un voile également, donc elle recouvre son visage, elle a également un très grand châle. Pareil, les châles, c'est quelque chose de très oublié dans les fictions historiques et pourtant très important. C'est une marque de richesse, c'est une marque de bienséance, on pourrait dire, en plus de la robe en elle-même. Donc la robe en elle-même, notamment, elle porte des dessins, des motifs qui rappellent la couverture des livres victoriens. Encore une fois, on n'est pas étonné puisqu'Elisabeth les lit, ces livres, elle les consulte ardemment. Et donc on voit bien, même sur les photos et dans la scène, qu'elle est un peu emmitouflée dans toutes ses couches. Elle est invisible, elle est cachée, on la voit pas trop. Et quand elle va voir la créature, c'est assez intéressant. Il y a deux choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est qu'elle se découvre face à la créature. La créature, en fait, lui enlève son voile et elle, derrière, elle va enlever le voile, le capuchon. En fait, elle va totalement découvrir son visage face à lui, et Guillermo del Toro le précise, c'est pour lui très volontaire. C'est la première et la seule fois qu'Elisabeth se découvre pour quelqu'un. Dans une société très patriarcale et une époque où effectivement les femmes avaient tendance à se couvrir, je trouve que c'est quand même très intéressant. Ça veut dire que ça établit une relation aussi intime et de confiance entre la créature et Elisabeth. Et on a encore une fois les couleurs, notamment le chapeau qui est en violet. C'est le seul élément violet que l'on voit porté par un personnage, puisque ça réfère directement à la créature. Et également le vert qu'on retrouve au niveau de la jupe, qui est un vert assez particulier. C'est pas un vert franc, c'est pas le vert arsenic par exemple,
mais c'est un vert un peu passé, un peu doré, un peu jaunâtre, et avec la lumière qu'il y a dans cette scène, c'est incroyable. Ça nous rappelle vraiment, je trouve, la radioactivité, le truc un peu toxique, etc. En plus, on voit même pas son visage. J'avais vraiment cette sensation de deux créatures qui se rencontraient. D'une Elisabeth, en fait, qui est dans une société qui lui correspond pas vraiment, où elle se cache, où elle se révèle pas trop. Une créature aussi qui est cachée dans un sous-sol, qui est attachée. Et les deux se rencontrent et se révèlent l'un à l'autre. Donc c'est assez beau, finalement. Et enfin, donc, la robe de mariée d'Elisabeth. La première scène que l'on voit d'elle, elle a ses fameux cheveux longs. Alors moi, j'ai évidemment tout de suite pensé à Sissi. Je sais pas si c'est volontaire de la part du film, mais en tout cas, même si c'était pas volontaire, c'est incroyable comment ça peut faire sens. Puisque bah Sissi, c'est aussi une impératrice qui était clairement pas, comment dire, adaptée au milieu sociétal dans lequel elle vivait. C'était une femme plutôt dépressive, qui a beaucoup voyagé, qui n'arrivait pas avec son rôle d'impératrice et de reine. Donc c'est assez intéressant, je trouve que ça rappelle tout de suite Sissi, ses longs cheveux longs. Enfin, le parallèle pour moi il est évident, mais voilà, je sais pas du tout si c'est volontaire de la part de Guillermo del Toro. Et au niveau de ses avant-bras, elle a des rubans blancs. Alors ça rappelle forcément la créature, puisqu'il a des bandages au niveau de son corps. Mais ça rappelle aussi, moi c'est une référence que je n'avais pas, que j'ai découvert en faisant mes recherches, ça rappelle la fiancée de Frankenstein, qui est très connue dans la culture populaire, et dont la robe de mariée est également composée de bandes blanches. Donc petite référence tout à fait volontaire, je pense, et très intelligente, parce que ça marche très très bien. Et comme on est encore sur une robe de mariée très blanche avec beaucoup de voiles, c'est intéressant parce que quand elle est touchée, son sang ne se répand pas comme on l'imagine d'habitude, des grandes flaques, etc. Non, il se répand très délicatement parce que bah il s'imprègne des voiles de sa robe. Et franchement, la scène où la créature la porte avec ce sang qui se répand sur elle, comme si la vie la quittait, c'est vraiment très pictural, je trouve, comme manière de représenter sa mort. Et c'est très très beau, encore une fois, c'est très très beau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je vous incite forcément, grandement, vivement à le regarder si ce n'est pas encore fait. Il faut encourager ce genre de production, il faut encourager ce genre de film qui, outre les costumes, est un très beau film, très bien réalisé. Guillermo del Toro nous offre un excellent film. Voilà, j'ai une grande pensée pour le futur film Wuthering Heights, dont tout le monde a peur. Je ne sais pas du tout quoi penser de ce film. J'ai très très peur également, mais peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Nous ne savons pas. En tout cas, croyez-moi que je vous en parlerai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve en décembre pour la prochaine vidéo. Et je le dis tout de suite, ça ne va pas être une vidéo comme les autres. Voilà, ça va être un essai de ma part, une envie que j'ai eue il y a quelques semaines. Je suis en train de travailler dessus. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. Voilà, des bisous.